Cette nuit-là, le fou dormit sur un bon carrelage royal, dans le couloir livré au sifflement du vent au-dessus de la grande salle, et non dans la paille chaude et sans aération des écuries. C'est fou, se dit-il, foi de fou, mais est-ce que c'est assez fou? Il s'assoupit par à-coups, plongea à chaque fois dans une espèce de rêve où une silhouette indistincte essayait sans cesse d'attirer son attention, et il n'eut que vaguement conscience des voix de Lord et Lady Casquette de l'autre côté de la porte. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de courants d'air comme ça, reconnut la duchesse à contre-cœur. Le duc se carra dans son fauteuil et sourit à sa femme. Alors, demanda-t-elle, où sont les sorcières? Il semblerait que le chambellan ait raison, mon aimé. Les sorcières tiennent apparemment la population locale en esclavage. Le sergent des gardes est rentré les mains vides. Les mains. Il tomba à bras raccourcis sur sa pensée importune. Vous auriez dû le faire exécuter, dit-elle dans la foulée, pour l'exemple. Un système, ma chère, qui finirait par nous conduire à ordonner au dernier soldat de se trancher la gorge pour faire un exemple vis-à-vis de lui-même. À propos, ajouta-t-il d'une voix douce, on dirait qu'il y a moins de serviteurs dans le château. Vous savez que normalement je ne me mêle pas de... Alors ne vous en mêlez pas, fit-elle d'un ton sec. C'est moi la responsable de l'intendance. Je ne supporte pas le laisser aller. Je suis sûre que vous êtes meilleur juge en la matière, mais... Et ces sorcières? Allez-vous rester les bras ballants et laisser germer des ennuis futurs? Allez-vous permettre à ces sorcières de vous défier? Et la couronne? Le duc haussa les épaules. Elle a sûrement fini dans la rivière, dit-il. Et l'enfant? Il a été remis aux sorcières? Est-ce qu'elle pratique des sacrifices humains? Il semblerait que non, répondit le duc. La duchesse eut l'air vaguement déçue. Ces sorcières, reprit le duc, on dirait qu'elles tiennent les gens sous un sortilège. Eh bien, à l'évidence, mais pas un sortilège magique. On semble les respecter. Elles font de la médecine et ainsi de suite. C'est plutôt étrange. Apparemment, les montagnards les craignent et en sont fiers en même temps. Ça risque d'être difficile d'agir contre elles. Je vais finir par croire, fit la duchesse, sinistre, que sur vous aussi elles ont opéré un charme. À vrai dire, le duc était intrigué. Le pouvoir exerce toujours une fascination mystérieuse, ce qui explique pourquoi il avait tout de suite épousé la duchesse. Il regardait fixement le feu. Sincèrement, dit la duchesse, qui reconnut le sourire mauvais, vous aimez ça, n'est-ce pas? Le sentiment du danger. Je me souviens quand nous nous sommes mariés, l'idée même de se passer la corde au cou. Elle claqua les doigts devant les yeux vitreux du duc. Il se redressa. Pas du tout, s'écria-t-il. Alors qu'allez-vous faire? Attendre. Attendre? Attendre et aviser. La patience est une vertu. Le duc se renfonça dans son fauteuil. Son sourire aurait pu tenir bon 1000 ans sur un rocher. C'est alors que, sous un œil, un muscle se mit à tressaillir. Du sang suintait entre les bandages de sa main. Une fois encore, la pleine lune chevaucha les nuages. Mémé Sire du Temps alla traire et nourrir les chèvres, puis couvrit le feu, tendit un drap sur le miroir et tira son balai de son coin près de la porte. Elle sortit par celle de derrière, qu'elle verrouilla, et s'en fut accrocher la clé à son clou dans les cabinets. Ça suffisait bien. Une seule fois, dans toute l'histoire de la sorcellerie du bélier, un voleur s'était introduit par effraction dans la chaumière d'une sorcière. La sorcière en question lui avait infligé la plus terrible des punitions. Note de bas de page. Elle ne fit rien, si ce n'est un petit sourire énigmatique qu'elle lui adressait de temps en temps quand elle le voyait au village. Au bout de 3 semaines d'un tel régime, le suspense fut trop insupportable au voleur qui alla se pendre. Plus exactement, il alla se pendre ailleurs, à l'autre bout du continent où il s'amenda et ne revint jamais chez lui. Mémé s'assit sur le balai et marmotta quelques mots, mais sans grande conviction. Après 2 autres essais, elle redescendit, tripatouilla les ligatures et fit une nouvelle tentative. Il y eut en bout de manche un soupçon de scintillement qui s'éteignit rapidement. « La barbe !» lâcha-t-elle à mi-voix. Elle regarda attentivement autour d'elle, au cas où quelqu'un l'observerait. Mais seul un blaireau en chasse entendit la galopade, sortit la tête d'un buisson et vit Mémé dévaler le sentier, le balai tendu à bout de bras à côté d'elle. La magie finit quand même par embrayer, et la sorcière réussit à l'enfourcher d'un bond en catastrophe avant qu'il ne s'enfonce lourdement dans la nuit, aussi gracieux qu'un canard auquel manquerait une aile. D'au-dessus des arbres parvint un juron assourdi contre tous les nains mécaniciens.
La plupart des sorcières préfèrent vivre dans des chaumières isolées, bien traditionnelles, aux cheminées tordues et aux chaumes envahis de mauvaises herbes. Mais Messire du Temps approuvait. À quoi bon être une sorcière si on ne met personne au courant? Nounouog se fichait pas mal que les gens soient au courant, et encore davantage de ce qu'il pensait. Elle habitait une chaumière neuve, bourrée de colifichets, en plein centre de la ville de l'Ancre et au cœur de son empire personnel. Diverses filles et brus venaient faire la cuisine et le ménage, plus ou moins à tour de rôle. La moindre surface plane disparaissait sous les bibelots ramenés par les grands voyageurs de la famille. Fils et petits-fils veillaient à ce que le tas de bûches soit au complet, le toit couvert de bardeaux, la cheminée ramonée. L'armoire à boissons était toujours pleine, la blague près de son rocking chair toujours bourrée de tabac. Au-dessus de l'âtre s'étalait une immense inscription en pyrogravure « Maman ». Aucun tyran, dans toute l'histoire du monde, n'avait jamais exercé domination aussi totale. Nounouog avait aussi un chat, un énorme matou borgne du nom de Gredin, qui partageait son temps entre dormir, manger et engendrer la plus prolifique des tribus félines incestueuses. Il ouvrit son œil unique comme une fenêtre jaune sur l'enfer en entendant le balai de Mémé atterrir tant bien que mal sur la pelouse derrière la chaumière. L'instinct propre à son espèce lui fit reconnaître en Mémé une ennemie irréductible des chats et il fila discrètement sous une chaise. Magra était déjà assise près du feu, l'air compassé. L'une des quelques règles strictes de la magie interdit à ses adeptes de changer d'apparence sur une longue durée. Une sorte d'inertie morphique s'empare du corps qui peu à peu revient à sa forme originelle. Mais Magra essayait quand même. Tous les matins, elle avait les cheveux longs, épais et blonds, mais tous les soirs, elle avait retrouvé ses frisettes tourmentées habituelles. Pour obtenir un meilleur effet, elle avait essayé d'y tresser des violettes et des primes verts, ce qui n'avait pas donné tous les résultats escomptés. On avait l'impression qu'un bac à fleurs lui était tombé sur la tête. « Bonsoir, fit Mémé. « Bienvenue au clair de lune, répondit poliment Magra. Heureuse de vous voir. Une étoile brille sur... »« Salut, fit Nounouog. » Magra grimaça. Mémé s'assit et entreprit de retirer les épingles qui fixaient son grand chapeau à son chignon. L'image de Magra s'imprima enfin dans son cerveau. « Magra !» La jeune sorcière sauta en l'air et serra de ses mains osseuses le devant vertueux de sa robe. « Oui ?» chevrota-t-elle. « Qu'est-ce que t'as sur les genoux ?»« C'est mon démon familier, » se défendit-elle. « Il lui arrivait quoi à ton crapaud ?»« Il est parti, » marmonna-t-elle. « De toute façon, il n'était pas très bon. » Mémé soupira. Depuis quelque temps, Magra cherchait désespérément un démon familier fiable, et malgré l'amour et l'attention qu'elle leur prodiguait, ils souffraient tous apparemment d'un grave défaut, comme une tendance à mordre, à se faire marcher dessus, ou dans les cas extrêmes, à se métamorphoser. « Ça fait 15 cette année, dit Mémé. Sans compter le cheval, c'est quoi celui-là ?»« Un caillou, gloussa Nounouog. Ben, au moins, ça fera de l'usage, dit Mémé. Le caillou tendit une tête et lui lança un regard légèrement narquois. « C'est une tortue, dit Magra. Je l'ai achetée dans la vallée, au marché de Montmouton. Elle est très très vieille et elle connaît plein de secrets, a dit le marchand. Je vois qui c'est, fit Mémé. Il vend aussi des poissons rouges qui se décolorent au bout d'un jour ou deux. En tout cas, je vais l'appeler Pied Léger, dit Magra d'un ton vif et provoquant. Je peux si j'en ai envie. Oui, oui, d'accord, sûrement, fit Mémé. Bon, comment ça va, mes sœurs? Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vus. Faudrait se voir à chaque nouvelle lune, reprocha Magra sévèrement, sans faute. C'était le mariage de la dernière à Montgramme, dit Nounouog. Je pouvais pas manquer ça. Et moi, je vais passer toute la nuit auprès d'une chèvre malade, s'empressa de se défendre Mémé Sire du Temps. Oui, bon, fit Magra d'un air de doute. Elle farfouilla dans son sac. En tout cas, si on veut commencer, on ferait mieux d'allumer les bougies. Les 2 vieilles sorcières échangèrent un regard résigné. On a cette jolie lampe que ma Tracy m'a envoyée, dit innocemment Nounouog, et j'allais tisonner un peu le feu. Je vois parfaitement bien dans le noir, Magra, fit durement Mémé. Et t'as lu ces drôles de livres, les gris noirs. Les grimoires. Tu vas pas te mettre à dessiner par terre non plus, prévint Nounouog. On y a passé nos journées de peine à nettoyer toutes ces espèces de noms la dernière fois. Des runes, fit Magra.
Son regard se fit implorant. Dites, rien qu'une bougie. D'accord, dit Nounouog qui se laissa un peu fléchir. Si ça te fait plaisir. Mais rien qu'une, attention. Et une blanche, ordinaire. Rien de farfelu. Magra soupira. Ça ne serait sans doute pas une bonne idée de déballer le reste de son sac. Faudrait qu'on soit un peu plus nombreuses, dit-elle tristement. C'est pas fameux un convent à 3. Je savais pas qu'on était encore un convent. Personne m'a dit qu'on remettait ça, renifla Mémessire du Temps. N'importe comment, y a personne d'autre de ce côté de la montagne à part la vieille mémère Dema, et elle sort pas beaucoup ces temps-ci. Mais des tas de jeunes filles dans mon village, fit Magra. Vous savez, ça pourrait leur plaire. C'est pas comme ça qu'on fait, tu le sais bien, désapprouva Mémé. La sorcellerie, on va pas la chercher, c'est elle qui vient nous trouver. Oui, oui, reconnut Magra, je m'excuse. Bon, fit Mémé un peu calmée. S'excuser était un talent qu'elle n'avait jamais su maîtriser, mais qu'elle appréciait chez les autres. Et ce nouveau duc alors lança Nounou pour détendre l'atmosphère. Mémé se carra sur son siège. Il a fait brûler des maisons à Trou-Duc, dit-elle. Une histoire d'impôt. C'est horrible, fit Magra. Le vieux roi Véran, c'était déjà ça, dit Nounou. Quel sale caractère c'était celui-là. Mais lui, il laissait sortir les gens d'abord, remarqua Mémé. Oui, oui, fit Nounou, royaliste convaincu. Il pouvait, comme ça, se montrer très charitable. Il payait pour qu'on les reconstruise la plupart du temps, quand ils s'en souvenaient. Et toutes les nuits du porcher, un quartier de venaison, dit Mémé avec mélancolie. Oh oui, pour ça il avait des égards pour les sorcières, ajouta Nounouog. Quand il chassait des gens et qu'il me croisait dans les bois, il enlevait toujours son casque pour me dire « J'espère que vous vous portez bien, Madame Ogg !» Et le lendemain, il m'envoyait son majordome avec 2 bouteilles ou autre chose. C'était roi qui avait des manières. Chasser des gens, c'est quand même pas des manières, dit Magra. Ben non, reconnut Mémessire du Temps. Mais c'était seulement quand ils avaient fait quelque chose de mal. Ils disaient qu'ils aimaient ça même. Et ils les laissaient partir quand ils les faisaient bien galoper. Et puis, il avait son gros machin plein de poils, dit Nounouog. Il y eut un changement perceptible dans l'atmosphère. Elle s'échauffa, s'assombrit, se peupla dans les coins d'ombre de conspiration inexprimée. Ah, fit Mémé d'un air distant. Son droit de cuissage. Il lui en fallait de l'exercice, dit Nounouog, le regard plongé dans le feu. Mais le lendemain, il envoyait son intendant faire la tournée avec un sac d'argenterie et un tas de trucs pour le mariage, dit Mémé. Il y a plus d'un couple qui est parti du bon pied dans la vie grâce à ça. Dame, oui, approuva Nounou. Et 1 ou 2 particuliers aussi. Un roi jusqu'au bout des ongles, dit Mémé. De quoi vous parlez, fit Magra soupçonneuse. Il avait des animaux de compagnie. Les 2 sorcières émergèrent de leur espèce d'apnée en eau profonde. Mémessire du Temps haussa les épaules. Faut l'avouer, poursuivit Magra d'une voix sévère, vous pensez peut-être beaucoup de bien de l'ancien roi, mais ça n'a pas l'air de vous tracasser tellement qu'on l'ait tué. Je veux dire, c'est plutôt louche comme accident. Les rois, c'est ça, fit Mémé. Ça va, ça vient, bon et mauvais. Son père a empoisonné le roi qu'on avait avant. C'était le vieux Targum, ajouta Nounouog. Il avait une grosse barbe rousse, je me rappelle. Il était très charitable lui aussi, tu sais. Seulement, personne n'a le droit de dire que Casquette a tué le roi, fit son fait Magra. Quoi, fit Mémé? L'autre jour, il a fait exécuter à l'encre des gens qu'il avait prétendus, continua Magra. Propager des mensonges pernicieux, il a appelé ça. Il a prévenu que tous ceux qui diraient pas comme lui visiteraient ses oubliettes, mais pas pour longtemps. À ce qu'il raconte, Vérance est mort de mort naturelle. Ben, se faire assassiner, ça fait partie des causes naturelles pour un roi, dit Mémé. Je vois pas pourquoi il se sent gêné. Quand le vieux Targum s'est fait tuer, on a planté sa tête au bout d'une perche, on a fait un grand feu de joie et tout le monde dans le palais s'est saoulé pendant 1 semaine. Je me souviens, dit Nounou. Ils ont promené sa tête dans tous les villages pour montrer qu'il était mort. Très convaincant, moi j'ai trouvé, surtout pour lui. Il souriait. Je crois que c'est comme ça qu'il aurait aimé partir. Je pense qu'on devrait quand même garder un œil sur celui-là, fit Mémé. Il me fait l'effet d'un petit malin. C'est pas bon ça pour un roi, et j'ai pas l'impression que les égards il sait ce que c'est. Un homme est venu me voir la semaine dernière pour me demander si je voulais payer des impôts, dit Magra. J'ai dit répondu que non. Il est venu me voir aussi, Nounouog, mais mon Jason et mon Wayne sont sortis dire que son truc nous intéressait pas. Un petit bonhomme chauve en cape noire,
fit Mémé, la mine songeuse. C'est ça, répondirent les deux autres. Il traînait dans mes framboisiers. Seulement je suis sorti pour aller voir ce qu'il voulait et il a filé. En réalité, j'ai donné 2 sous, avoua Magras. Il disait qu'on allait le torturer, vous voyez, s'il n'arrivait pas à faire payer des impôts aux sorcières. Lord Casquette regarda soigneusement les 2 pièces sur ses genoux. Puis il leva les yeux sur son percepteur. « Eh bien ?» fit-il. Le percepteur se racla la gorge. « Eh bien, monseigneur, vous voyez, j'ai expliqué la nécessité d'employer une armée permanente, etc. Elles ont demandé pourquoi, j'ai dit à cause des bandits, etc. Et elles ont dit que les bandits ne les embêtaient jamais. Et les travaux publics ? Ah, oui. Eh bien, j'ai signalé la nécessité de construire et d'entretenir des ponts, etc. Et elles ont dit qu'elles ne s'en servaient pas. Ah, fit le duc d'un air entendu. Elles ne peuvent pas traverser l'eau vive. J'en suis pas sûre, monseigneur. Je crois que les sorcières peuvent traverser tout ce qu'elles veulent. Elles ont dit quelque chose ? Demanda le duc. Le percepteur tortilla éperdument le bout de sa robe. Eh bien, monseigneur, j'ai mentionné que les impôts aidaient à maintenir une paix royale, monseigneur. Et elles ont dit que le roi n'avait qu'à maintenir sa paix tout seul, monseigneur, et après elles m'ont lancé un regard. Quel genre de regard ? Le duc était assis, sa figure étroite appuyée sur une main en coupe. Il était fasciné. « C'est plutôt difficile à décrire, dit le maltautier. Il s'efforçait d'échapper aux yeux fixes de Lord Casquette, lesquels lui donnaient la nette impression que les carreaux du dallage s'envolaient dans toutes les directions et recouvraient déjà plusieurs arpents. La fascination de Lord Casquette lui faisait comme une épingle à un grand Mars. « Essayez, le convia le duc. Le maltautier rougit. « Eh ben, dit-il, ça n'était pas agréable. » Ce qui prouve que le percepteur s'y entendait mieux en chiffres qu'en paroles. Si l'embarras, la peur, la mauvaise mémoire et l'absence totale d'imagination ne s'étaient pas coalisés contre lui, voici ce qu'il aurait dit. Quand j'étais petit, un jour j'étais chez ma tante qui m'avait dit de ne pas me toucher à la crème, etc. Et elle l'avait mise sur une étagère en hauteur dans l'arrière-cuisine. Alors moi j'ai pris un tabouret pour aller la chercher pendant qu'elle était allée quelque part, seulement elle est revenue. Moi je ne le savais pas. Et comme je n'arrivais pas, c'est sur le bol de crème, il s'est cassé par terre. Alors elle a ouvert la porte et m'a regardé méchamment. C'était ce regard-là. Mais le pire, c'est que les sorcières, elles le savaient. Pas agréable, répéta le duc. Non, monseigneur. Des doigts de la main gauche, le duc battit la charge sur le bras du trône. Le percepteur toussa une nouvelle fois. « Vous n'allez pas m'obliger à y retourner, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Hein ?» fit le duc. Il eut un geste irrité. « Non, non, dit-il, aucunement. Passez donc chez le bourreau en partant. Voyez quand il veut vous prendre. » Le maltautier lui lança un regard reconnaissant et fit une petite révérence. Oui, monseigneur, tout de suite, monseigneur, merci, monseigneur, vous êtes. Oui, oui, dit Lord Casquette d'un air absent. Vous pouvez disposer. Le duc se retrouva seul dans la salle immense. Il pleuvait encore. De temps en temps, un morceau de plâtre venait s'écraser sur le dallage et des crissements provenaient des murs qui se tassaient toujours plus. Une odeur de vieille cave flottait dans l'air. Dieu, ce qu'il le détestait, ce royaume. Il était tellement petit, pas plus de 60 kilomètres de long sur peut-être 15 de large, composé presque entièrement de montagnes implacables aux versants verts glaciers et aux crêtes en lames de couteau, ou de forêts épaisses repliées sur elles-mêmes. Un royaume pareil ne devrait pas causer de soucis. Ce que le duc comprenait mal, c'était cette sensation que le royaume avait de la profondeur, comme si sa géographie aurait dû déborder de ses limites étroites. Il se leva et traversa la salle pour gagner le balcon, d'où l'on jouissait d'une vue imprenable sur les arbres. Il eut l'impression que les arbres le regardaient eux aussi. Il sentait leur rancune. Chose bizarre, vu que le peuple, lui, n'avait pas trouvé à redire. Visiblement, il ne trouvait pas beaucoup à redire contre quoi que ce soit. Vérance avait été assez populaire à sa façon. Ses sujets étaient venus nombreux à ses funérailles. Il se rappelait les rangées de visages solennels. Des visages nullement stupides, loin de là, seulement préoccupés, comme si ce que faisaient les rois n'avait pas vraiment grande importance. Il trouvait ça presque aussi ennuyeux que les arbres. Une bonne émeute, tiens,
Voilà qui eût été plus convenable. On aurait écumé le pays à cheval et pendu des gens, ce qui aurait amené la tension créatrice tellement indispensable au bon développement de l'État. En bas, dans les plaines, quand vous donniez un coup de pied aux gens, ils vous le rendaient. Ici, ils s'écartaient et attendaient patiemment que votre pied pourrisse et tombe. Comment laisser un nom dans l'histoire quand on règne sur des sujets pareils? On n'arrivait pas plus à les opprimer qu'on arrivait à opprimer un matelas. Il avait levé des impôts et brûlé quelques villages par principe, rien que pour leur montrer à qui ils avaient affaire. Sans effet notable. Et puis, il y avait ces sorcières. Elles l'obsédaient. Fou! Le fou, qui s'octroyait un petit somme bien tranquille derrière le trône, se réveilla terrorisé. Oui, viens ici, fou. Le fou tintinabula misérablement jusqu'au duc. Dis-moi, fou, est-ce qu'il pleut toujours par ici? Foi de fou, oncle. Contente-toi de répondre à la question, fit Lord Casquette avec une patience d'airain. Des fois, ça s'arrête, messire, pour laisser la place à la neige, et des fois, on a des brouillards infatués à l'excès, dit le fou. Infatué, fit le duc d'un air absent. Le fou ne put se retenir. Ses oreilles horrifiées entendirent ses lèvres laisser échapper. Épais, monseigneur, du latacien infatuus, soupe ou bouillon. Mais le duc n'écoutait pas. Écouter le bavardage des subalternes, pour ce qu'il en savait, ne présentait guère d'intérêt. Je m'ennuie, fou. Laissez-moi vous ébaudir, monseigneur, par moult réparties d'espiègles et joyeuses calembredaines. Chiche. Le fou humecta ses lèvres sèches. Il ne s'attendait pas réellement à ça. Le roi Vérance se contentait de lui botter le cul derrière ou de lui jeter une bouteille à la figure. Un vrai roi. J'attends. Fais-moi rire. Le fou se jeta à l'eau. Alors, mon vieux, chevrota-t-il, pourquoi un cheval de démonte en chaudeau peut la nuit passer pour le frère d'une chandelle de louage? Le duc fronça les sourcils. Le fou estima qu'il valait mieux ne pas attendre. Voilà, parce qu'on peut graisser une chandelle et le cheval y tout sans un gros caliban. Et comme ça faisait partie de la blague, il tapota légèrement Lord Casquette de son ballon au bout d'un bâton et gratta sa mandoline. L'index du duc battit une vigoureuse retraite sur le bras du trône. Oui, fit-il. Et après, il se passe quoi? C'est tout, comme qui dirait, répondit le fou, qui ajouta. Mon grand-père trouvait que c'était une de ses meilleures blagues. Je suis sûr qu'il la racontait autrement, fit le duc. Il se leva. Appelle mes piqueurs. Je crois que je vais aller à la chasser à court. Tu peux venir aussi. Monseigneur, je ne sais pas monter. Pour la première fois de la matinée, Lord Casquette sourit. Eh, pas tant, dit-il. On te donnera un cheval qu'on ne peut pas monter. Ha, ha. Il baissa les yeux sur ses bandages. Puis il se dit. Je vais demander à l'armurier de me faire apporter une lime. Une année s'écoula. Les jours défilèrent patiemment un à un. Au tout début du multivers, ils avaient essayé de tous passer en même temps et ça n'avait pas marché. Tom Jane, assis sous la table branlante de Hwell, regardait son père faire les 100 pas entre les chariots. Il agitait un bras tout en discutant. Vitolaire brassait toujours l'air quand il parlait. Les mains attachées dans le dos, il aurait été muet. D'accord, disait-il. Et les fiancés du roi? L'année dernière, fit la voix de Hwell. Bon, d'accord, on va leur donner Malo, le tyran de Clatch, décida Vitolaire. Et son larynx changea en souplesse de registre pour émettre un grondement capable de faire vibrer les fenêtres à travers n'importe quelle grande place. Dans le sang je suis venu, et par le sang je règne, que nul n'ose défier ces murs de sang. On l'a fait l'année d'avant, dit tranquillement Hwell, et puis les gens ont marre des rois. Ils veulent rigoler un peu. Ils n'ont pas marre de mes rois à moi, fit Vitolaire. Mon cher ami, les gens ne viennent pas au théâtre pour rigoler. Ils viennent pour connaître des émotions, pour apprendre, pour s'émerveiller, pour rigoler. Le coupa Hwell tout net. Jette un coup d'œil à celle-là. Tom Jane entendit un froissement de papier et un grincement d'osier, tandis que Vitolaire s'asseyait de tout son poids sur une panière d'accessoires. Une espèce de mage, lut l'acteur, ou comme vous voudrez. Hwell étendit les jambes sous la table et délogea Tom Jane. Il ramena le gamin par une oreille. Ça parle de quoi? Fit Vitolaire. De mages, de démons, de lutins, de marchands?
Je suis assez content de la scène 4 de l'acte 2, dit Hwell, qui propulsa le bambin vers la malle d'accessoires. 2 serviteurs qui font une vaisselle comique. Des scènes de lit de mort demanda Vitoller avec espoir. Non, répondit Hwell, mais je peux te faire un monologue humoristique dans l'acte 3. Un monologue humoristique? D'accord, il y a de la place pour un soliloque dans le dernier acte, s'empressa de proposer Hwell. J'en écris un ce soir, pas de problème. Et un assassinat au poignard, dit Vitoller en se mettant debout, bien lâche. Ça fait toujours son petit effet. Et il s'en fut à grands pas pour diriger le montage de la scène. Hwell soupira et saisit sa plume d'oie. Quelque part derrière les murs en toile de sac, il y avait la ville de Chien Battu, qui s'était, on ne savait comment, laissé bâtir dans une cuvette perchée entre les parois presque à pic d'un canyon. Il ne manquait pas de terrain plat dans les montagnes du Bélier. L'ennui, c'est qu'ils étaient presque tous à la verticale. Hwell ne les aimait pas, les montagnes du Bélier. Sentiment plutôt curieux parce que c'était traditionnellement le pays des nains et que lui-même l'était, nain. À vrai dire, sa tribu l'avait banni des années auparavant, non seulement pour sa claustrophobie, mais surtout à cause de son penchant à rêvasser. Le roi nain local jugeait pareil talent superflu chez quiconque doit manier une pioche sans oublier où elle doit tomber. Aussi avait-on offert à Hwell un petit sac d'or, les vœux sincères de la communauté et un congé définitif. Il se trouvait qu'à la même époque, la troupe de Vitoller passait par là, et le nain s'était fendu d'une piécette de cuivre pour voir jouer le dragon des plaines. Il avait suivi la représentation sans qu'un muscle ne bouge sur sa figure, était rentré dans sa chambre meublée et au matin avait frappé au chariot de Vitoller pour lui présenter le premier jet du roi sous la montagne. Franchement, ça n'était pas très bon, mais Vitoller avait eu assez de flair pour deviner sous le crâne rond et hirsute une imagination capable d'enfourcher le monde. Aussi, lorsque la troupe ambulante était remise en marche, avait-on vu un nouveau membre courir pour ne pas se laisser distancer. Des particules d'inspiration brute pleuvent sans cesse à travers l'univers comme de la neige fondue. De temps en temps, l'une d'elles touche un esprit réceptif qui invente alors l'ADN, la forme sonate pour flûte, ou un procédé afin que les ampoules électriques s'usent 2 fois plus vite. Mais elles ratent généralement leur but. La plupart des gens passent leur existence sans qu'une seule même ne les atteigne. Certains ont encore moins de chance. Ils les reçoivent toutes. C'était le cas de Hwell. Des inspirations dont le nombre aurait alimenté une histoire complète des arts du spectacle pleuvaient à jets continus dans un crâne petit et lourd, destiné par l'évolution à ne rien offrir de plus remarquable que sa résistance étonnante aux coups de hache. Il lécha sa plume d'oie et fit d'un œil timide le tour du campement. Personne ne le regardait. Il souleva délicatement le mage et ramena un autre paquet de feuilles de papier. Il ne s'agissait pas d'une œuvre alimentaire de plus. Chaque page était souillée de sueur et les mots eux-mêmes, des gribouillages, couvraient le manuscrit dans un entrelac de pâtés, de ratures et de renvois griffonnés en pattes de mouche. Hwell le contempla un instant, perdu dans un monde où il se trouvait seul avec la page blanche suivante et les clameurs, les hurlements qui hantaient ses rêves. Il se mit à écrire. Libéré de la surveillance jamais trop vigilante de Hwell, Tom Iran repoussa le couvercle de la banne d'accessoires et, à la manière méthodique des tout-petits, entreprit de déballer les couronnes. Le nain tirait la langue, tandis qu'il faisait courir la plume vagabonde sur la page mouchetée d'encre. Il avait trouvé où caser les amants maudits par le sort, les fossoyeurs comiques et le roi bossu. C'étaient les chats et les patins à roulettes qui lui donnaient pour l'heure du souci. Un gazouillis lui fit lever la tête. « Par pitié, petit, dit-il, elle te va mal, remets-la où tu l'as trouvée. »